Cette émission vous est présentée grâce à la participation financière des caisses Desjardins de la Basse-Lièvre et du Cœur des Vallées, qui se distinguent par leur nature coopérative et leur implication au sein de la communauté. Jeudi 2 mai 2013. À Infomag ce soir, augmentation de la taxe scolaire à la CSCV. Poulailler, retour au point de départ. L'ange gardien, un signe pour faire ralentir les automobilistes et faire bouger les jeunes et les moins jeunes. Bonsoir, Madame, Messieurs. Bienvenue à Infomag, votre magazine d'information locale. Eh bien, avant de commencer le bulletin ce soir, je voudrais vous signaler que l'équipe de TVC Basse-Lièvre a récupéré 2 oiseaux domestiqués. L'un d'eux, dans la famille des perroquets, est blessé et, à la suggestion de la SPCA, les 2 oiseaux leur ont été remis. Ils vont être examinés pour s'assurer qu'ils ne sont pas porteurs de maladies. Si les propriétaires des oiseaux se manifestent, ils vont pouvoir récupérer leurs oiseaux à la SPCA. Eh bien, les compressions dans les commissions scolaires de la province vont commencer à avoir des répercussions sur le compte de taxes scolaires. En effet, hier soir, lors de leur réunion, les commissaires de la commission scolaire au Cœur des Vallées ont déterminé comment ils allaient composer avec le retrait de la péréquation qui permettait d'équilibrer le compte de taxes. On sait que la CSCV compte 23 municipalités sur son territoire et que le taux d'évaluation est différent pour chacune des municipalités. L'augmentation va donc être plus ou moins élevée selon l'endroit où vous habitez, comme nous l'explique le président de la CSCV, Sylvain Léger. Bien, en fait, dû à l'élimination de la péréquation. Donc, si le contribuable, là, juste pour remettre en contexte pour les contribuables, sur la ligne sur le compte de taxes qu'on voyait à réduction, c'est cette ligne-là qui va disparaître sur le compte de taxes. Donc, hier soir, au Conseil des commissaires, on a étalé comment que cette facture-là va être redirigée vers les contribuables. Donc, 50% de la péréquation. Donc, exemple, s'il y avait une réduction de 200 $ sur le compte de taxes, cette année, pour la période de taxation 13-14, ça va représenter 100 $ de plus sur le compte de taxes des contribuables. Et puis, à ce moment-là, bien, il fallait décider comment on va la charger aux citoyens. Donc, 50% de cette partie-là va être faite cette année, en 13-14, et 25-25 pour les 2 années suivantes. TVC Basse-Lièvre a appris en exclusivité que le projet de construction d'un spa thermique au 461 avenue de Buckingham avait été abandonné. Rappelons que l'édifice qui s'y trouve actuellement et qui est surnommé le Poulailler tombe littéralement en décrépitude. Le conseiller du district, Maxime Pedneau-Jobin, souhaitait sa démolition pure et simple avant même son élection. On rappelle que l'été dernier, Vicky Lafontaine et Mathieu Caron, 2 promoteurs de la région, s'étaient portés acquéreurs de l'édifice et qu'ils projetaient faire la construction d'un spa thermique sur le terrain qui borde la rivière du Lièvre. La Ville de Gatineau avait d'ailleurs émis un permis de démolition il y a quelques semaines à peine. Eh bien, la directrice générale du regroupement des gens d'affaires de la Basse-Lièvre, Karine Lauzon, nous a confirmé que les promoteurs lui avaient envoyé un courriel indiquant qu'ils se désistaient et que l'édifice serait mis en vente sous peu. On en est donc au point de départ. Le poulailler semble vouloir continuer d'exister sur l'avenue de Buckingham. On se transporte maintenant du côté de l'Ange gardien. Pour la 2e année consécutive, les citoyens des districts du Plateau et du lac Donaldson vont être invités à ralentir dans les rues du quartier. On se souvient que l'an dernier, plusieurs mesures avaient été mises en place pour sensibiliser les résidents, mais également les visiteurs à adopter des comportements plus responsables. Eh bien, après 1 an, les conseillers de ces secteurs, Alain Gilbert et Paul Mongeon, soutiennent qu'ils ont vu des résultats tangibles, notamment au niveau des plaintes des citoyens. Encore une fois, cette année, les citoyens sont invités à utiliser un signe concret pour demander aux automobilistes de ralentir. Le conseiller Paul Mongeon. Et ce geste-là a été un peu initié par les gestes des résidents eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on avait des interventions policières, et lors d'interventions policières,
les gens avaient tendance à se signaler avec les lumières de leur auto en disant « Faites attention, il y a une police ». Et de là est venue mon idée que j'ai fait une recherche pour faire le geste qu'on essaie de faire la promotion, c'est-à-dire de la main gauche, d'aller de haut en bas. Et jamais on utilise la main droite, parce que la main droite, elle a tendance à avoir des gestes exagérés qu'on veut éviter. Donc, on le fait de la main gauche, et c'est un geste que tout le monde reconnaît. Et lorsqu'on reçoit ce geste-là, on ne doit pas répliquer, on doit juste être sensible au fait que celui qui nous le fait ne se sent pas en sécurité lorsqu'il voit des véhicules circuler à cette vitesse-là. Toujours dans le même ordre d'idée, la municipalité de l'Ange-Gardien s'associe encore une fois cette année à l'équipe Masque, dont la mission est d'accroître la sécurité sur les routes. En effet, une journée va être organisée quelque temps cet été pour récompenser les bons comportements des automobilistes. Une activité qui avait connu beaucoup de succès en 2012. Les explications de Stéphane Richette. Un peu comme l'année passée, on va offrir des avis de bonne conduite. On s'installe un peu avant l'heure du lunch, autour de 10h30. Faut pas dire trop de détails parce qu'il faut que ce soit quand même une surprise pour le fait que je veux pas que le monde conduise mieux pour avoir un café gratuit, mais le but c'est ça. On va récompenser les bons conducteurs pour leur bonne conduite sur nos routes, puis les autres, peut-être juste leur faire une petite mention que la prochaine fois qu'ils fassent attention. Le monde sont très surpris, ils sont pas habitués de se faire gâter, aussi petit soit le geste, pour quelque chose de positif. Habituellement, on est habitué à se faire taper ses doigts, avoir une amende, un ticket, quoi que ce soit. Fait que ils sont très surpris sur le coup, puis ils se sentent un petit peu, je sais pas moi, valorisés ou flattés même du geste. Le club de vélo L'Angelois entreprend en 2013 sa deuxième année d'existence. En effet, c'est en 2012 que le club a vu le jour. Le club est né d'un appel de la municipalité sur la faisabilité d'un réseau de pistes cyclables. Le club veille donc à la bonne pratique du vélo tout en incitant la population à s'approprier les routes de la municipalité. Eh bien, avec l'arrivée de la belle température, les activités ont déjà commencé en 2013. Les explications du président du club, Carole Baudry. Eh bien, en 2013, sensiblement, ça va être le même genre d'activité qu'en 2012, c'est-à-dire des sorties familiales durant les soirs de semaine, les mardis et les jeudis, et on se garde les week-ends pour rouler entre adultes. Donc, première sortie entre adultes se fera ce dimanche. On aura un circuit qui fera environ, pour une première fois, entre 15 et 20 km. Donc, encore une fois, on parcourt les routes de l'Ange-Gardien majoritairement. Et le point de rendez-vous se donne souvent ici sur le chemin La Marche, sinon à l'hôtel de ville au Carrefour, au rond-point. Et pour la deuxième année, vous avez combien de membres dans le club? Eh bien, on a réussi à garder un membership stable à tout près de 20 membres. C'est ce qu'on avait l'année dernière. Et puis, cette année, il y en a qui ont quitté le club et il y en a des nouveaux qui se sont joints à nous. Donc, on est fiers de dire que notre membership reste stable pour une deuxième année. Le demi-marathon au profit de la Fondation Santé de Papineau va avoir lieu dans les rues de Buckingham le dimanche 16 juin prochain, soit la journée de la fête des pères. La première édition, en 2012, avait connu tout un succès et si on se fie aux inscriptions qui continuent d'entrer, la seconde édition risque d'être tout aussi populaire. Les citoyens qui désirent s'inscrire peuvent encore le faire et ce jusqu'au 1er juin prochain. On rappelle que des sessions de préparation sont également offertes par le Gym Max de Buckingham. Carole Bugeaud de la Fondation Santé de Papineau nous donne plus de détails. Les gens qui désirent s'inscrire, ils peuvent le faire jusqu'au 1er juin prochain et puis peuvent soit aller sur notre site Internet pour avoir les formulaires où il y a une inscription en ligne aussi disponible via le site Internet eventsonline.ca. On invite les gens, évidemment, qui aimeraient avoir plus d'informations au niveau des ateliers à communiquer avec Gym Max. Le prochain qui s'en vient, c'est sur les habitudes alimentaires, comment se préparer au niveau alimentation, la veille de la course, le matin de la course et puis après la course aussi. Il y a beaucoup de témoignages durant ces ateliers des gens qui sont des experts au niveau des demi-marathons. C'est vraiment très intéressant. Puis ça permet aux gens de mieux se préparer pour ce genre d'épreuves-là. La semaine dernière, on vous parlait de l'activité Full Action qui se déroulait dans différentes écoles de notre secteur. Eh bien, cet avant-midi, une activité semblable avait lieu à l'école Sainte-Famille Trois-Chemins de Tursault. L'activité a été organisée par le camp Sajo, qui est un centre communautaire visant à offrir des activités aux jeunes en difficulté ainsi qu'à leurs familles.
Pour cette journée, les élèves de l'école Sainte-Famille-Trois-Chemins ont accueilli les élèves de l'école primaire Maria Goretti, mais également les aînés du regroupement des personnes âgées de Tursault. On peut souligner que l'activité s'inspirait de Let's Move, créée par la première dame des États-Unis, Michelle Obama. Des personnes de tous les âges de Tursault ont donc dansé la même chorégraphie. Une occasion de se remettre en forme, mais également de faire tomber les barrières entre les âges. Un groupe d'aînés de la Petite Nation et de la Basse-Lièvre souhaite mettre sur pied une table de concertation pour discuter des problèmes que vivent les personnes aînées du secteur. Une journée de réflexion va d'ailleurs avoir lieu le mercredi 8 mai prochain. Pour nous en parler, j'ai rencontré la coordonnatrice du projet, Julie Mercier, un peu plus tôt cette semaine dans nos studios. Julie Mercier, d'abord, merci d'accepter de venir nous rencontrer. On vous connaît comme la coordonnatrice au Centre Action Génération des aînés, mais vous venez nous parler d'un projet qui est complètement différent. Vous êtes agent de projet pour une future table de concertation. Exactement. Je veux vous remercier de me recevoir aujourd'hui et préciser que je suis coordonnatrice des activités seulement, pas de tout le centre, ça serait une grosse tâche. Et mon autre chapeau, agente de projet, pour le comité provisoire de la table de concertation des aînés de la Petite Nation et de la Vallée de la Lièvre. Et ce projet-là est issu d'un groupe de personnes qui se sont dit, qui travaillent pour des organismes tels que la Coop d'Émile Corvée, le Centre Action Génération, la Ville de Gatineau, le C3S Papineau, la TCARO, et également le Conseil régional du troisième âge. Ces personnes-là se sont dit, on n'a pas de lieu pour discuter des enjeux aînés, puis de comment améliorer leur situation, puis comment mettre nos efforts en commun. Donc, ils se sont dit ensemble, mais pourquoi qu'on n'essaie pas de vérifier auprès de la population si ça serait une volonté d'avoir ce lieu de rassemblement-là commun pour la Petite Nation et la Vallée de la Lièvre. Oui, parce que justement, il y a des particularités pour notre secteur ici, Petite Nation, la Lièvre. Il y a déjà une table qui existe, on sait, pour l'Outaouais, qui englobe les aînés de tout l'Outaouais, mais il y a des particularités auxquelles vous voulez vous attacher là, pour le secteur ici. Oui, exactement. Et il y a aussi une table autonome des aînés de la MRC des Collines, qui a un autre portrait d'aînés que le nôtre dans la Petite Nation et la Vallée de la Lièvre. On sait qu'on est les deux régions où les aînés sont les plus vieillissants. Donc, et on est en milieu rural, donc ce n'est pas les mêmes problématiques nécessairement. Et on s'est dit que oui, c'était possible d'avoir une table pour ces deux régions-là seulement qui va répondre mieux aux besoins des aînés. Donc, vous lancez un appel non seulement aux aînés, mais oui aux aînés, mais aussi aux organismes qui s'occupent des aînés, qui travaillent auprès des aînés, pour discuter de la possibilité de mettre en place une table. Exactement. C'est très, très bien résumé. On a invité les groupes de fermières, les groupes d'âge d'or, aussi les regroupements tels que la Société d'arthrite, la Société d'Alzheimer, tous les gens qui interviennent auprès des aînés, aussi les groupes qui sont des aînés, parce qu'on veut vraiment avoir le poids de la population. On veut savoir s'il y a un intérêt là-dedans. Et pour ce faire aussi, on va avoir une petite rêverie guidée qu'on appelle, qui est un atelier pour savoir comment on verrait ça, la situation idéale des aînés. Et lors de cette journée-là, qui sera le 8 mai prochain, au centre communautaire de Buckingham, bien, également, lors de cette journée-là, on va présenter aux gens qu'est-ce que ça pourrait être, cette table de concertation-là, pour vérifier s'il y a un intérêt. Donc, quand on parle d'une table de concertation, si on prenait quelques secondes, Mme Mercier, pour expliquer qu'est-ce que c'est justement une table de concertation, à quoi on s'attend quand on crée une table comme celle-là? Bien, on s'attend à pouvoir d'abord mettre nos connaissances en commun sur la situation, pouvoir cibler les problématiques et réussir à mettre sur pied des actions pour régler justement les besoins ou les problématiques qu'il y aurait concernant les aînés sur les deux territoires. Mais le faire ça de façon commune, au lieu d'être chacun de notre côté, on le fait ensemble, on le dit, hein, ensemble, là, on va beaucoup plus loin. Vous travaillez depuis quelques années déjà au Centre Action Génération des aînés, donc vous êtes à même là, de constater quels sont justement les besoins de la population dans notre secteur. Qu'est-ce que vous croyez qui risque de sortir personnellement là, suite à cette journée-là?
Bien, moi, je trouve que c'est une bonne question, mais je ne veux pas non plus influencer les gens en y répondant. Mais c'est sûr qu'on a une problématique au niveau des transports, ça, on le sait. Peut-être aussi au niveau de l'alimentation, de l'hébergement également. On le sait qu'il y en a, mais on veut les cibler vraiment précisément et vraiment trouver des façons de pas régler, parce qu'on ne pourra pas tout régler, mais au moins améliorer le sort des aînés. On sait que dans le secteur de Buckingham, on n'est pas nécessairement bien desservi en ce qui concerne, et vous l'avez dit, le logement, le transport également, mais c'est encore plus vrai, si on veut, dans le secteur de la petite nation. Au Saint-André-Avelin, par exemple, on ne peut pas se promener là, comme on veut pour venir en ville. Oui, effectivement. Il y a le transport adapté collectif de Papineau, mais c'est pas toujours facile de répondre à tous les besoins. Et moi, j'ai l'avantage de travailler à Buckingham, mais d'habiter dans la petite nation. Donc, je vois vraiment le portrait des deux côtés. Et c'est pour ça que quand on m'a demandé si je voulais m'impliquer dans ce projet-là comme agente de projet, j'ai dit oui, il faut que ça se fasse, il faut aider les gens à créer ça. Alors, j'espère que les gens vont s'inscrire en grand nombre et ils vont venir partager leur opinion. Mais il y a déjà beaucoup de gens qui ont fait connaître leur intention de participer justement à cette journée-là, avec une trentaine d'inscriptions déjà. Est-ce que vous êtes consciente ou confiante, si on veut, qu'à la fin de la journée, il va bel et bien y avoir une table qui va être mise en place? Bien, nous l'espérons fortement. C'est le but de l'exercice, de faire tout ça. Mais c'est sûr que si les gens n'en veulent pas, on ne peut pas l'imposer. Donc, on espère que ça sera bien compris par tous, que l'idée, ce n'est pas d'imposer quelque chose, c'est de faire un travail commun, puis de se rassembler tous ensemble là, pour atteindre un but. Et je sais qu'il reste encore de la place. Les gens, en terminant, qui voudraient s'inscrire à cette journée-là, peuvent le faire de quelle façon? Ils peuvent le faire soit en téléphonant. Mon bureau est au Centre Action Génération. Le numéro est le 819-281-4343. Et vous précisez que c'est pour vous inscrire à l'activité de concertation du 8 mai. Et pour celles et ceux qui ne le savent pas, le repas chaud est offert gratuitement. Donc, venez en profiter. On vous remercie de cette façon-là. Et il y a aussi possibilité d'avoir ces frais de déplacement défrayés par la TECARO également. La TECARO nous aide beaucoup là-dedans. Elle fournit beaucoup de choses et c'est un bon commanditaire. Et également, vous pouvez vous inscrire par courriel à mon adresse de courriel de la table du comité provisoire de la table, qui est le tcapnvl@hotmail.com. Voilà. Merci beaucoup et on va vous souhaiter une bonne journée le 8 mai prochain. Bien, ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors bonjour, aujourd'hui pour la chronique communautaire, je vous parle du festival Gatineau en or qui se passe à Buckingham sous le pont Brady. Et pour en parler, je rencontre Diane Fontaine, la coordonnatrice de l'événement. Bonjour Madame Fontaine. Bonjour. D'abord, parlez-nous de l'événement. Qu'est-ce que c'est? À quoi on peut s'attendre pour l'événement du mois de juin? Bien, le festival Gatineau en or, c'est avant tout une grande galerie à ciel ouvert où on va accueillir une cinquantaine d'artistes peintres, sculpteurs et artisans. C'est aussi une fête culturelle où il va y avoir des animations culturelles, des murales géantes, du maquillage pour les enfants, la peinture, du dessin éphémère dans l'escalier du pont, du parc du pont Brady. Et puis, en général, là, c'est pas mal ça. On attend les gens, l'entrée est gratuite. On attend les gens le vendredi, le 21 juin, de 1h à 18h. Et puis le samedi, dimanche, de 10h à 5h, à 17h. Cette année, le festival est de retour grâce à des nouveaux partenaires. Oui, c'est justement, on a fait un premier festival 2 ans passés, puis avec beaucoup de sollicitations de la ville de Gatineau, du conseiller Maxime Penneau-Jobin, du Carrefour culturel Estacade, le regroupement des gens d'affaires. On m'a beaucoup sollicité pour reprendre l'événement. Donc, on m'a demandé d'être la coordonnatrice de cette bel événement cette année, dont je suis fière. Et puis, on va essayer de perdurer ça et de le faire revenir à chaque année. Le festival fonctionne beaucoup grâce à des bénévoles et il y a également évidemment les artisans.
J'imagine que des bénévoles, c'est toujours important pour vous. Qu'est-ce que les bénévoles font dans le cadre de votre festival? Oui, c'est sûr que les bénévoles, on a toujours de besoin parce que nous, quand que le festival commence comme artistes, on est tous affairés à nos kiosques. Donc, les bénévoles, on a besoin de bénévoles pour distribuer les dîners, distribuer, être à l'accueil pour le public, comptabiliser les coups de cœur du public. Et puis, les gens, ils vont avoir aussi l'occasion de gagner une toile de notre invité d'honneur, Claude Bonneau. Donc, les gens vont pouvoir acheter des billets pour avoir l'occasion de gagner une toile. Donc, tout ça est fait par des bénévoles à l'accueil. Puis, à combien de visiteurs, à peu près, estimez-vous attendre? Bien, la première année, on a eu de 1200 à 1500 personnes, malgré une journée de pluie sur 2 jours. Donc, en 3 jours, on invite beaucoup aussi le vendredi les écoles à venir nous voir, les étudiants en art et tout ça. Donc, vu qu'on a une journée supplémentaire, on devrait s'attendre au moins à 2000 personnes dans la fin de semaine, un minimum. On vous le souhaite. Si on désire avoir plus de détails sur le festival ou s'inscrire comme bénévole, comment on peut entrer en contact avec vous? On peut s'inscrire comme bénévole, on peut aussi s'inscrire comme artiste ou artisan parce qu'il reste encore quelques places, il faut faire vite par contre. On peut me contacter, moi Diane Fontaine, au 819-743-1265 ou sur le site internet qui est le www.gatineauenart avec un s.ca. Merci beaucoup, Mme Fontaine. Ça me fait plaisir. Alors voilà, c'était Émilie Charon-Pilote avec Diane Fontaine pour la chronique communautaire. On parle maintenant sport et cette semaine, c'est Olivier Beauregard qui vient nous rejoindre. Olivier, on commence tout de suite avec une athlète de la région, une athlète en karaté qui vient de recevoir tout un honneur. Absolument, et c'est Camille Desjardins là, qui a, faut le rappeler, là, a à peu près gagné tout ce qu'on peut remporter au niveau du karaté. Mais là, encore une fois, il s'est démarqué en remportant une bourse de 4 000 $ de la part de Banque Nationale. Camille reçoit cette distinction dans la catégorie élite 15 à 23 ans. Elle fait beaucoup de compétitions internationales depuis un bas âge là, du côté de Camille. Et il se démarque d'année en année. Et là, cette fois-ci, encore une fois, on a souligné ses performances à Puerto Vallarta, où elle a remporté une médaille d'or et une médaille d'argent. Donc, Camille qui s'est distinguée encore une fois. C'est la 21e année que la Banque nationale remet des bourses aux athlètes du Québec dans le cadre de la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec. Donc, pour une autre fois, Camille, là, qui est encore une fois, là, vraiment, c'est une Gatinoise, mais encore plus, c'est une personne qui vient de la région de Buckingham. Donc, c'est une personne qu'on a un petit sentiment d'appartenance. Donc, lorsqu'elle va faire des compétitions internationales comme ça, ben nous, pour nous, c'est merveilleux parce qu'à chaque fois, elle s'illustre. Et c'est toujours, encore une fois, on le rappelle, le club de karaté Kama pour lequel elle compétitionne. On parle maintenant d'une compétition internationale qui s'en vient. En fait, ça débute aujourd'hui même à Gatineau, une compétition de plongeon. Oui, absolument. On était chanceux de l'avoir dans la région parce qu'il ne faut pas oublier qu'au tout début, là, à la base, cette compétition-là devait se dérouler à Montréal. Les installations n'ont pas été faites à temps. Donc, du côté de la ville de Gatineau, ben, c'est nous qui agissons à titre d'accueil, si on veut, et c'est nous qui va accueillir cette compétition-là. C'est une belle image pour la ville de Gatineau. Je pense que c'est 2 ans, Michel, qu'on discutait tout à l'heure. Je pense que c'est 2 ans qui va nous permettre d'accueillir cette compétition-là. Il y avait entre autres Alexandre Despatie qui est ici, dans la région. Lui, c'est pas pour faire la compétition. Non, parce qu'il est encore blessé, Alexandre. Oui, exactement. Il y a encore sa blessure qu'on a vue pendant les Jeux olympiques de Londres. Donc, Alexandre Despatie était ici à la conférence de presse un peu plus tôt cette semaine. Il a déplacé des foules, ça, on s'en attend, déplacer des jeunes filles qui avaient hâte de lui toucher les abdominaux, comme elles ont dit. Donc, c'est un événement qui va regrouper des plongeurs de plusieurs pays. Ça va être diffusé en Chine, où le plongeon, il ne faut pas oublier, est très populaire. Et à chaque année, là, la Chine, c'est un des pays qui vraiment excelle au niveau du plongeon. C'est 110 millions de foyers qui vont regarder l'événement en direct. Donc, la vitrine pour Gatineau, là, Michel, c'est incroyable. Ça va fournir, comme je le mentionnais, une visibilité. Il y a des Chinois également qui vont être parmi les spectateurs, dont l'ambassadeur chinois à Ottawa, qui lui devrait y être également. Le championnat du monde au tremplin de 1 mètre sera présent, mais le reste de l'équipe va être composé de la relève.
Donc, ça va être intéressant de voir ça. On va voir des gens d'un peu partout au monde. C'est vraiment la compétition, les meilleurs qui vont s'affronter. Puis c'est un avantage parce que pour les Jeux olympiques qui s'en viennent là, À Londres. à Janeiro, au Brésil, là, si je ne me trompe pas, là, en 2016, ben là, c'est un avant-goût de peut-être les gens qui vont participer à cette compétition-là. Voilà. Alors, on va suivre ça de près, effectivement. Olivier, on a parlé à quelques occasions du terrain synthétique, là, la volonté d'avoir un terrain synthétique de football et de soccer à la polyvalente ici. Est-ce qu'on a des nouvelles? Pas vraiment, en fait. On sait que la CSCV et la municipalité de l'Ange-Gardien, ainsi que le conseiller Maxime Penneau-Jobin, se sont engagés à investir dans le projet. Il manque actuellement, là, à l'heure où on se parle, près d'1 million de dollars à amasser pour que le projet puisse aller de l'avant, mais le gouvernement ne s'est pas engagé à fournir le reste de l'argent. Donc, le député Alexandre Iraca a mis en ligne une pétition sur le site web de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on sait comment la pétition va là, actuellement? Bien, on sait que ça va quand même bien parce qu'après un mois seulement, là, on a récolté près de 1500 signatures. Donc, le député Alexandre Iraca est très content. Et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'après que les gens ont signé la pétition, qu'est-ce qui se passe avec cette pétition-là? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la pétition se termine le 26 mai prochain. M. Iraca va aller la présenter au ministre de l'Éducation, du loisir et du sport, Marie Malavoie, ainsi qu'au président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon. Et là, après ça, là, par la suite, on va voir comment le dossier va évoluer, si on va être capable de un petit peu amener une subvention supplémentaire. Donc, on se présente sur le site de l'Assemblée nationale. Les gens qui souhaitent avoir un terrain synthétique, on va simplement remplir la pétition. Absolument. Et vous avez, on vous le rappelle, jusqu'au 26 mai prochain. Voilà. On parle maintenant d'Aventure La Flèche. On sait que les cavernes La Flèche est un incontournable dans l'Outaouais. Il y a quelques mois, on annonçait la fermeture. Mais c'est ouvert maintenant. Enfin, on a un sauveur qui va prendre la relève maintenant. Enfin, une bonne nouvelle concernant les Aventures La Flèche, parce que c'est la compagnie Abraska qui s'est portée acquéreur du site. On va pouvoir commencer à visiter la caverne dès le 4 mai, donc c'est ce week-end, c'est samedi. Et on va pouvoir commencer, on va pouvoir faire le parcours des arbres également à compter du 18 mai prochain. Donc, c'est des bonnes nouvelles. C'est des moments, là, vraiment, là, moi, j'ai été, en étant jeune, j'ai été avec mes écoles, puis vraiment, ça a été des activités incroyables. C'est important dans la région là, qu'on puisse avoir un paysage comme ça. Écoutez, l'activité arbre en arbre, c'est vous pouvez survolter un lac de 168 mètres sur une tyrolienne géante. Donc, vraiment, là, c'est des activités assez incroyable. C'est le temps de faire sortir le Tarzan en nous. On parlait tantôt du centre sportif qui va accueillir une compétition de plongeon. Il y a une autre compétition qui s'en vient, en fait, le 18 mai prochain, compétition d'escrime. Absolument, c'est le championnat canadien d'escrime 2013 qui va avoir lieu du 18 au 20 mai prochain au centre sportif de Gatineau. Il y a environ 500 athlètes de partout au Canada qui vont être présents. C'est la deuxième année que le tournoi est présenté à Gatineau. Encore une fois, c'est une belle vitrine pour notre région. Il y a plusieurs catégories allant des moins de 15 ans jusqu'aux seniors et aux vétérans, donc plus de 50 ans qui vont être là. On le sait, l'escrime, c'est un sport olympique, donc c'est une bonne occasion de pouvoir s'initier à la discipline. Puis en plus, pour aller voir ça, c'est gratuit. Écoutez, Olivier, je vous demande pas ce que vous allez regarder à la télévision à partir des jours qui viennent. On sait que vous êtes un professionnel. On sait que normalement, vous ne devriez pas prendre parti. Les sénateurs, les Canadiens, j'ai envie de vous demander de quel côté le cœur penche. Bien, je vais mouiller, là, c'est vraiment le Canadien de Montréal. Moi, je suis un partisan né. J'essaie d'aimer les sénateurs d'Ottawa parce que dans la région ici, on sait que c'est quand même 50, peut-être 60-50 en faveur du Canadien, mais quand même, les sénateurs d'Ottawa ont une place importante dans la région. C'est difficile de dire qu'on apprécie plus une équipe que l'autre. Par contre, moi, c'est des matchs que je suis très content de voir. C'est une rivalité nouvelle qui va naître, parce que depuis le retour des sénateurs d'Ottawa en 1992, on n'a jamais eu de confrontation en séries éliminatoires entre les deux équipes. Ces deux équipes qui sont vraiment très proches. Là, ça peut nous rappeler un petit peu les Nordiques de Québec et le Canadien à l'époque. Je ne suis pas certain que la rivalité va renaître aussi intense qu'avec les Nordiques de Québec. Par contre, c'est sûr et certain que ça va être de gros matchs, des matchs importants. Je ne veux pas me risquer à donner de prédiction parce que, selon moi, le Canadien va l'emporter, mais j'hésite encore parce que
faut pas oublier qu'on compte sur un bon gardien de but à Ottawa. On a un défenseur qui excelle également, puis on a le capitaine Daniel Alfredson là, qui... Et on n'est pas sûr que Carey Price va être en mesure de livrer. Il n'a jamais livré la marchandise. En série, c'est toujours plus difficile, mais il ne faut pas oublier que Craig Anderson, lui, en séries éliminatoires, il n'a jamais rien prouvé non plus. Donc, c'est une série à suivre. Oui, ça va être à suivre. Et il va y avoir que des gagnants de toute façon dans le cas de l'Outaouais. Merci beaucoup, Olivier, d'être venu nous rencontrer ce soir. On va vous souhaiter évidemment des belles séries éliminatoires. Merci. À la télé, peut-être quelques matchs en direct, soit à Montréal ou à Ottawa. Alors, on se revoit éventuellement. Merci. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à rester des nôtres tout de suite après notre émission. On représente l'émission Parole à l'élu avec le conseiller du district de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin. Mon nom est Michel Pilote. Au nom de toute l'équipe de TVC Basse-Lièvre, je vous souhaite une bonne fin de soirée sur nos ondes. On se revoit mardi prochain pour un autre bulletin. Évidemment, on va parler agriculture avec Émilie Barrette. Merci. Bonne fin de soirée.